Bonjour, bienvenue dans cette formation de robot structural analysis, module acier. C'est la deuxième vidéo qui concerne l'application de la charge roulante, la charge par convoi. Il s'agit ici d'un exercice qui concerne la modélisation et l'analyse des structures d'un hangar industriel où nous avons les charges roulantes reposant sur cette poutre reconstituée. Nous avons nos différents éléments de structure, les arabalétriers ainsi que les poutres et les contre-éventements. La charge roulante va passer par là et l'axe de la route est juste au milieu. Alors, ce que l'on va faire, la première étape concerne d'abord le paramétrage de la charge roulante. Alors, sur C, la charge roulante, pour appliquer la charge roulante, il nous faut juste aller dans chargement, et puis autre charge, nous allons charge roulante. Automatiquement, nous avons la possibilité d'appliquer la charge roulante. Si vous pouvez le constater, il y a deux paramètres. Les charges roulantes sont définies par deux éléments. Il y a d'abord les caractéristiques du convoi ainsi que sa route sur la structure. Donc, nous devons essayer de faire de notre mieux, de définir d'abord les caractéristiques du convoi ainsi que sa route sur la structure. Alors, si vous pouvez bien le remarquer, nous avons les cas des charges. C'est nous qui devons définir les cas des charges, c'est nous qui devons donner le nom, c'est nous qui devons définir la route, c'est nous qui devons définir le pas ainsi que la direction de la charge. La direction de la charge, il s'agit d'une charge unitaire. Une charge unitaire se déplaçant suivant un pas donné. Alors tous ces éléments, nous devons les définir. D'abord, la première chose que nous allons faire, nous allons d'abord créer la charge, un nouveau charge et une nouvelle charge roulante. Nouveau convoi. On clique sur nouveau convoi. Si vous pouvez bel et bien le remarquer, en créant un nouveau convoi, nous avons cette boîte de dialogue qui s'affiche. Alors, s'il faut y aller un peu plus rapidement ou un peu beaucoup plus explicite, s'il faut être beaucoup plus explicite, la marche à suivre pour la définition d'un cas de charge roulante. On part d'abord de la définition et la sélection du convoi qui sollicite la structure. C'est pour cette raison même que nous commençons d'abord par définir les différents types de charges, les forces appliquées. S'agit-il d'une force uniformément répartie? Si nous étions sur un pont, et le cas de la foule par exemple, d'une charge uniformément répartie. Ici, s'agissant d'un hangar industriel, les forces appliquées ne sont rien d'autre que les forces concentrées. Alors, ce que nous allons faire, nous allons partir de là. Nous avons ici cette partie, la partie d'abord de convoi symétrique. Il y a une deuxième partie de convoi arbitraire en fait. Le convoi symétrique, donc nous avons le convoi symétrique, donc c'est-à-dire la façon dont on peut définir les charges. Le convoi peut être symétrique ou le convoi peut être arbitraire. Pour un convoi symétrique, les charges sont définies comme paire des forces à espacement donné symétriquement par rapport à l'axe du convoi dans un point quelconque sur la longueur de l'axe. C'est ça en fait le convoi symétrique. Sur C, les forces qui seront en fait définies comme charge verticale. Les convois de ce type servent aussi à modéliser de charges de pont.
Oui, donc c'est-à-dire lorsque nous sommes en train de définir les convois symétriques, les charges sont définies comme paires de forces à espacement donné. Donc on va donner un espacement donné et ils sont définis comme paire de forces par rapport à l'axe du convoi dans un point quelconque sur la longueur de l'axe. Et puis les forces sont définies comme charges verticales. Bon, éventuellement, les forces horizontales dues au freinage sont obtenues par la définition des valeurs des coefficients de la voie. En fait, on va définir les coefficients multiplicateurs. Vous allez voir dans la suite de la vidéo. On va définir les coefficients multiplicateurs suivant l'horizontale, suivant la verticale et ainsi que suivant l'horizon, le quoi. C'est fait ça. C'est-à-dire, ce sont des charges verticales qui sont définies d'abord par paire. Et souvent, ces genres de convois, on le trouve souvent dans les cas de charges de pont. Donc, ils servent souvent à modéliser par exemple des charges de pont. S'il faut une force horizontale, ils sont verticales, mais une force horizontale due au freinage peuvent être obtenues par la définition des coefficients par convoi que l'on va définir. Ça c'est pour les cas de convoi, pour les cas de convoi, pour les cas. Alors pour ce qui est de convois arbitraires, au fait, pour ce qui est de convois arbitraires, les charges sont définies comme force dans un point quelconque sur la longueur et la distance de l'axe du convoi. Vous voyez, donc c'est-à-dire que les forces concentrées peuvent être définies suivant dans la direction des X, des Y ou des Z du repère local du convoi. Et puis les coefficients de convoi ne sont pas applicables pour ce type de convoi. Parce que c'est en fait arbitraire, on n'a pas besoin d'appliquer les coefficients de la voie. Les coefficients de la voie, c'est selon ce type de convoi. Et puis les convois, c'est ce genre de convoi arbitraire. Nous les appliquons souvent pour modéliser des charges dues au pont de roulement, par exemple. Donc pour les charges de convoi symétriques, on les applique souvent pour les cas de pont. Et puis pour les pour les convois arbitraires, on les applique souvent pour les cas des charges dues au pont de roulement. Vous voyez, c'est ça en fait la différence. Mais pour notre cas, ce sont des convois symétriques que l'on va appliquer. Ils sont verticales et puis s'ils sont horizontales, nous allons les appliquer. Nous allons les appliquer comme force de freinage et ça sera fait par rapport aux différents coefficients que l'on va affecter. Ça c'est en ce qui concerne les convois. Mais aussi il y a les dimensions du convoi. Les dimensions du convoi, nous avons d'abord B qui est la largeur du convoi. Ici, si on peut le voir bien, ici il est représenté par S. Vous le verrez. Et puis d'un 1 en fait, c'est la distance entre la charge et le contour du convoi, mesurée à partir de l'avant du convoi. C'est-à-dire nous avons d'abord la largeur du convoi, nous avons la distance entre la charge et le contour du convoi qui est mesurée à partir de l'avant du convoi, et nous avons une deuxième distance, la distance D2, au fait qui est la distance entre la charge et les contours du convoi, mais mesurée à partir de l'arrière du convoi. Et d'un 1 et 2 et D2 sont tous des distances entre la charge et le contour du convoi. La différence est que d'un 1 est mesuré à partir de l'avant du convoi et D2 est mesuré à partir de l'arrière du convoi. En fait, les cas des unités, nous avons ici la longueur ainsi que la force. Ces unités ici sont précisées dans la préférence de l'affaire. C'est dans la préférence de l'affaire que l'on précise la longueur ainsi que la force. Vous voyez? Donc ici, ce que nous allons faire, on va aller sur Nouveau.
on met le nom du convoi. Par exemple, on peut dire, j'écris convoi all, convoi all. Ok, mettons convoi all. Et puis nous avons d'abord les convois all. Et puis pour ce qui est des forces concentrées, F, la force, au fait, la force, il est de 20. Ici, on peut regarder dans notre didacticiel. Vous allez vous rendre compte que c'est 20. La force est de 20 kN. Et puis X, au fait, ça représente la première partie, donc la position de cette force. X, c'est ça, la première force, c'est-à-dire il est à 0. Et puis S ne représente rien d'autre que la partie des dimensions de convoi. Nous avons 12 mètres. Alors ici, une deuxième charge, c'est la même, une force concentrée, F20. Et puis la distance c'est 1.5 S, et puis 12. Donc la transversale, la distance transversale, vous voyez la distance, donc la distance entre les deux convois, les deux essieux, et c'est de façon transversale et de 1.5. Voilà, on peut ajouter, là, on peut fermer. Vous allez le voir, il est là-bas. Mais avant cela, nous devons d'abord préciser les unités. Il faut aller dans préférence de la tâche, et puis aller dans catalogue, et puis charge par convoi. Plus, je peux écrire par exemple bon roulant. Je peux écrire bon roulant. Je peux écrire, bon, disons ch. Les noms, je dis bon roulant. Catalogue, je peux mettre même un description, il n'y a pas de description. Et puis je précise, le mètre c'est 1 mètre, la charge est 1 mètre, l'unité de la longueur mètre, et puis l'unité ici c'est l'unité des forces, c'est kilonewton. Je crée catalogue, c'est déjà, je mets catalogue 1P, créer 1P, ok. Donc là, lorsque je fais ceci, lorsque je vais dans chargement, autre chargement, charge volante, il est là. Donc le catalogue c'est un peu normalement, je fais ça, j'efface, je viens là, catalogue un peu je crée nouveau, je me prends convoi all. Ok, je viens là, je définis 20, je suis là, 12, là 20, c'est là 12, j'ajoute, non, là c'est 1.5, j'ajoute, ok, je modifie, je ferme. J'ai ajouté le nouveau convoi. J'ai ajouté le nouveau convoi. Alors, si vous pouvez bel et bien le remarquer, il y a le cas c'est le cas des charges. C'est le cas des charges que Robot Structural nous propose, que ça sera le cas des charges numéro 5 par rapport aux différents cas des charges
que nous avons là-bas, nous avons 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire que la charge par convoi sera numéro 5. Mais nous maintenant, on va écrire charge. Le nom sera charge roulante. Ça sera une charge roulante. Et puis, la définition. La charge roulante, nous devons définir où est-ce que... Ça, c'est la route. On a dit bel et bien au début, que les charges roulantes sont définies par les caractéristiques du convoi que l'on vient de préciser là, mais aussi sa route sur la structure. Alors, nous avons, là c'est la définition de la route, Nous avons la définition de la route, ce qu'il faut faire, ce sont les différents coefficients qu'on va préciser. Ce qu'on va faire, on va cliquer seulement là-bas et puis aller sur définir. En définissant dans polyligne, je viens là dans géométrie, je dois préciser là où doit passer l'axe. C'est-à-dire que mes deux forces de 20 kN doivent être... Attends, je fais ça, vous allez voir. Ou carrément je prends ça. Vous allez voir. Donc ma force, elle doit passer par là. Donc c'est ça l'axe de la route. L'axe doit être là-bas. Et puis la force est appliquée sur cette poutre reconstituée. Voilà pourquoi je vais les définir. Et puis à cet endroit en question, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit du point de coordonnées 0. Nous sommes à 0, 0. Je suis à 0, 0, 10. J'ajoute. Et puis 0 jusqu'à 36, 10. C'est la ligne, c'est ça la charge c'est ça la route, l'axe de la route. Je mets 0, 0, 10, j'ajoute, je prends 0, 36, 10, j'ajoute, puis j'applique. Voilà, il est directement appliqué là-bas. Vous voyez, ça c'est l'axe de la route. On a défini l'axe de la route. Après avoir défini l'axe de la route, vous allez vous rendre compte que il y a cette partie, la partie où on met le pas, c'est-à-dire on doit définir la charge, mais la charge c'est une charge roulante, c'est une charge unitaire. Rappelez-vous, ça c'est en fait ce sont des notions qui sont beaucoup plus fréquentes dans les ponts. C'est une charge unitaire, La notion de ligne d'influence. C'est une charge unitaire alors. Et cette charge se déplace suivant un pas. Le pas, bon, on peut laisser 1 mètre, c'est-à-dire il sera en train de se déplacer 1 mètre. Vous allez voir quand on va simuler la charge roulante, vous allez vous rendre compte qu'il est en train de partir pas à pas, 1 mètre, chaque après 1 mètre, C'est-à-dire que pas, dans ce champ ici, on doit définir la valeur du pas pris entre les différentes positions consécutives du convoi. C'est ce dont on doit définir dans la partie pas. Et dans la direction, nous devons définir l'intensité de la charge roulante. Or, nous sommes dans les ponts, c'est la notion des lignes d'influence. La charge roulante n'a rien d'autre qu'une intensité d'un 1. Alors, ainsi fait, il y a la partie plan de l'application. Il y a la partie automatique. Il y a aussi la partie sélectionnée. Il y a la partie automatique ainsi que la partie automatique. La partie automatique
ainsi que la partie sélectionnée. Pour ce qui concerne la partie automatique, les efforts sont distribués de façon automatique sur les éléments les plus proches pris entre tous les éléments de la structure. C'est-à-dire que les efforts, si nous choisissons le plan de l'application de notre charge roulante, les efforts sont distribués de façon automatique sur les éléments les plus proches, pris entre tous les éléments de la structure. C'est ça le plan d'application automatique. Alors, si nous faisons une sélection, en faisant une sélection, les efforts seront appliqués seulement aux éléments les plus proches, soit au nœud appartenant carrément à ces éléments sélectionnés dans la liste active du convoi. C'est-à-dire que si nous sélectionnons là-bas, les efforts qui seront appliqués, ils seront seulement aux éléments les plus proches que nous allons sélectionner, ou soit ça peut être les nœuds ou carrément les barres que nous allons sélectionner dans cette partie active. Donc c'est ça la différence entre le plan d'application automatique. Donc le plan d'application automatique, les efforts sont distribués de façon automatique sur les éléments les plus proches pris entre tous les éléments de la structure. Tandis que si nous prenons sélectionner, c'est-à-dire que les éléments, les efforts seront appliqués seulement aux éléments les plus proches sélectionnés dans cette liste des convois actifs, soit ça peut être les nœuds, soit aux nœuds appartenant à ces éléments. Ça tout dépendra des éléments que vous allez sélectionner. Alors nous allons laisser de façon automatique. Alors, il y a ces deux cases à cocher. Les deux cases à cocher. Alors, si ici, l'option prendre en compte les dimensions du convoi est active, c'est-à-dire que si nous l'activons, qu'est-ce que ça veut dire? S'il est actif, le logiciel Robot Structural Analysis définit la sélection des barres sur lesquelles il génère lui-même la charge due au convoi. Oui. Et puis cette sélection est déterminée par les différentes dimensions que nous avons données au convoi, entre autres le B qui est la largeur du convoi, les dents 1 et DD qui ne sont rien d'autre que la distance entre la charge et les contours du convoi, selon qu'elle est mesurée à l'avant ou en arrière du convoi. Donc D1 en avant, D2 en arrière du convoi. C'est si on l'active. Alors, si nous le laissons, carrément nous décidons de le laisser inactif. Si nous décidons de le laisser inactif, donc la charge la prise en compte des dimensions du convoi, si nous les laissons, nous ne prenons pas en compte ça, c'est-à-dire que carrément le logiciel ne va pas définir la sélection des barres sur lesquelles il générera les charges dues au convoi. Oui, c'est en fait ça. Donc si nous l'activons, c'est pour cette raison même que nous allons l'activer pour que le logiciel définisse la sélection des barres sur lesquelles il générera les charges dues par convoi. Et puis il y a cette deuxième partie. Si nous avons une dalle, on peut avoir un plancher, on peut avoir un tablier. Pour notre cas, on n'en a pas. On peut avoir ces cas-là. Pour prendre en compte les contours, là, il faut définir les contours. Si vous avez une dalle, vous définissez les contours. Alors, quand on dit prendre en compte les contours de la dalle, si nous l'activons là-bas, c'est-à-dire qu'est-ce que nous faisons, c'est cette action. C'est l'activer. L'activation en fait de cet onglet, de cette case-là, permet de prendre en compte la répartition des forces définies par nous-mêmes, par l'utilisateur, dû au convoi dans l'analyse des charges roulantes agissant sur les barres pour certains types de structures. Oui. Donc, par exemple, par exemple pour nous, il s'agit au fait des charges
des charges dues à la partie du convoi définissant les contours qui transfèrent au fait la charge. Donc si nous avons un tablier par exemple, nous sommes obligés de prendre en compte les contours du tablier qui vont nous permettre au fait de prendre en compte la répartition des forces définies sur notre tablier. Et ça dans l'analyse des charges roulantes. Donc quand le logiciel va faire l'analyse des charges roulantes, il va prendre en compte la répartition des forces que nous avions définies sur notre élément dalle. Et puis dans les cas où maintenant, dans les cas où cette case n'est pas sélectionnée, où on décide, bon, on s'est dit, ben, nous, on va pas sélectionner, on va désactiver en fait cette case, c'est-à-dire que le logiciel ne va pas prendre en compte la répartition des charges suivant le contour de la dalle que nous lui avions défini. C'est cette partie. Alors lorsque nous l'activons, vous allez vous rendre compte que le logiciel nous donne la possibilité de définir les objets, donc de définir le contour. Alors s'il est désactivé, automatiquement les différentes forces qui sont définies les différentes forces pas définies dues au convoi seront appliquées aux barres à partir de la première position du convoi. Donc si on ne définit pas, alors qu'il y a une dalle, un tablier ou un élément surfacique que nous avions défini, alors si on ne coche pas cette case là, qu'est-ce que le logiciel lui va faire? Le logiciel lui-même, il va prendre les différentes forces dues au convoi et il va les appliquer aux barres à partir de la première position. S'il est défini là, il va les appliquer aux barres à partir de cette première position. Il les applique aux différentes barres qui sont dans le parage de la charge par convoi. C'est ce que le logiciel va le faire. Et si cette case est cochée, vous allez vous rendre compte qu'on nous donne la possibilité de faire une sélection. C'est-à-dire, il est même possible de définir la limitation géométrique déterminant quels composants des forces des convois doivent être appliqués aux barres et quelles autres composantes des forces qui ne doivent pas être appliquées. En fait, et puis cette limitation peut être définie en tenant compte des différentes positions de chaque composant des forces ou carrément des forces situées au contour. Tout dépend de la façon dont vous voulez les choses se passent. Mais le logiciel lui-même, il vous donne une vue d'ensemble en ce qui concerne la répartition des charges, suivant que vous pouvez prendre en compte les dimensions du convoi ou prendre en compte carrément le contour de la dalle. Voilà pour ce qui est de cette application. Mais nous tenions à rappeler pour les cas de grillage, pour les structures de type plaque, les structures de type coque, il est vraiment possible d'utiliser tous les types de convois. Vous pouvez utiliser, s'il s'agit de type plaque, si vous êtes en train de faire de plaques, vous pouvez utiliser les charges ponctuelles, les charges linéaires, ainsi que les charges surfaciques. Alors, les charges concentrées, au fait, dans ces cas-là, la charge concentrée est appliquée en tant qu'une force ponctuelle géométrique sur les éléments surfaciques ainsi que la répartition sur les éléments de type barre. Donc, si on peut le définir suivant les types de charges, les types de charges étant les types d'éléments étant de plaques et coques, les forces concentrées ne seront rien d'autre que des charges ponctuelles qui seront en fait réparties sur les éléments du type barre. Les éléments de type barre, ce sont des poutres qui seront là. Et puis la force surfacique définie
sera appliquée sur les éléments surfaciques en tant qu'une charge géométrique sur les contours. Donc il faut définir les contours. Ça c'est une particularité pour ce qui est des plaques. Pour les éléments de type barre, comme ce que nous avons vu, il n'y a pas beaucoup plus de particularités, parce que là on applique les charges dues au convoi définies en utilisant les charges ponctuelles et ainsi que les charges linéaires. On n'utilise pas les charges surfaciques parce que ce sont les éléments linéaires. Soit on peut utiliser les charges ponctuelles ainsi que les charges linéaires. Oui, donc les charges, et puis les charges ponctuelles ne sont que les charges concentrées, et puis les charges linéaires sont les charges uniformément réparties. Sur les éléments de structure, sur les éléments de type barre. Vous voyez, ça c'est la définition. Nous allons prendre en compte les dimensions du convoi. On n'est pas là parce que nous, la charge là, ce n'est pas, et on n'a pas un contour. On a juste ces éléments là. Alors, il y a un point où nous allons définir. On a dit bel et bien au début. On a dit bel et bien au début que les charges, au fait, comme nous avons pris le convoi symétrique. Comme on a pris le convoi symétrique, c'est-à-dire que les charges seront des charges verticales, mais les forces horizontales dues au freinage seront obtenues par la définition des coefficients multiplicateurs, soit à gauche, soit à droite, que l'on va appliquer. Pour notre cas, on a pris les coefficients multiplicateurs, si je me souviens bien, dans notre didacticiel. Je peux voir PowerPoint All industriel. C'est pas formation Forex. C'est un peu plus complexe quand il s'agit des charges roulantes. Il y a beaucoup plus d'éléments à tenir en compte. Il y a une façon dont le logiciel il génère les charges et une façon dont le logiciel répartit les charges. Alors il faut essayer de comprendre simplement et de suivre très bien les tutoriels qui sont en train d'être faits et toute la série, et vous allez vous rendre compte que les choses vont aller sans problème. Tout sera bien compris. Alors et sur ce, il faut seulement, pour définir les charges là, les coefficients, les différents coefficients. Alors ce qu'il faut faire, il faut juste, vous voyez la route, définir, on a défini, mais aussi les paramètres maintenant qui nous permet de définir les éléments. Alors le bord, comme vous voyez là, le bord, il sélectionne d'abord le bord de notre élément. Cet élément ici, il est là, c'est le 48 bord. Alors, en fait, il donne les bords, il nous donne d'abord le numéro, et puis il nous dit non, c'est le bord. Donc c'est la définition en fait de cet axe. C'est ça le bord. L'angle gamme, comme on l'avait dit tantôt dans nos différents tutoriels, quand on définissait les profilés, il y a eu toujours un angle gamme. L'angle gamme, en fait, pour une section transversale, l'angle gamme, c'est l'angle qui forme la base de l'élément par rapport à l'horizontale. Donc c'est un cas, ce sont des cas qu'on trouve souvent dans la construction métallique certainement, mais aussi si c'est en béton armé, on trouve des colonnes qui tournent, des colonnes qui n'ont pas la même géométrie à n'importe quel endroit. Alors il peut tourner d'un certain angle. Alors l'angle gamma nous permet de les définir. Donc c'est la même chose comme ça se passe dans la définition de profilé. Mais maintenant ici, c'est que nous allons seulement partir, on sait bel et bien que la rotation du convoi autour de l'axe vertical peut être effectuée. C'est-à-dire que le convoi, il peut être sur un axe vertical, mais il peut y avoir une rotation, et cette rotation maintenant est définie par l'angle gamma. Quand on définit les profilés des barres, on met un angle. Un angle, c'est-à-dire qu'on s'est dit non, la base de notre élément de la section transversale peut tourner d'un certain angle. Maintenant ici, définir l'angle là-bas, c'est-à-dire que on suppose que le convoi
le convoi, il peut y avoir une rotation du convoi. Par conséquent, s'il y a une rotation du convoi, la force aussi appliquée va changer de position d'un certain angle. Alors la rotation est définie par cet angle gamma, dont la définition est la même que dans les cas de la définition de profilé. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est-à-dire il faut prendre ça avec modération. C'est-à-dire si on définit l'angle gamma, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il peut y avoir une rotation du convoi qui va engendrer aussi une rotation, un changement des forces. Parce que réellement, si le convoi peut roter, c'est-à-dire que la force aussi peut tourner de tel ou tel angle. C'est la même chose que ce que l'on définit quand nous faisons la définition de profilé de barre en précisant un angle de rotation. Alors nous avons ce premier coefficient, il est 1, mais nous on va le changer, il n'est pas 1 chez nous. Chez nous, il est de 0.2. Je pense. Il est de 0.2. Je charge. Je vérifie dans notre didacticiel. Nous avons la force qui est là. Les coefficients HD, je vais même définir. Les coefficients HD, H à droite. Vous voyez, ils sont, on va prendre. Prenons la valeur de 0.2, c'est-à-dire la force sera verticale, mais la force de freinage là horizontale sera prise à 2%, à 20%, 0.2 de cette force, verticale. Et alors, s'il faut essayer de les définir et de comprendre cette force, qu'est-ce que ça signifie? En fait, le VD, en fait, c'est une force, c'est un coefficient pour la force verticale, le V là-bas, coefficient pour la force verticale, coefficient pour la force verticale à droite, coefficient pour la force verticale, c'est le V de la première lettre à droite. Et ces coefficients-là, qu'est-ce qu'il dit? C'est un coefficient multiplicateur. Il permet de multiplier la valeur de la charge de façon qu'on puisse obtenir la valeur réelle de la charge. Donc, lui, il permet de multiplier la valeur de la charge de façon qu'on puisse obtenir la valeur réelle de la charge. Par exemple, on peut avoir une force concentrée pour obtenir une force de calcul. Par exemple, nous avons une force verticale. Nous avons la force verticale parce que lui, c'est un coefficient pour la force verticale à droite. Alors, le coefficient que l'on va définir là-bas va nous permettre de trouver la valeur réelle de la charge. Alors, pour trouver cette valeur réelle, par exemple, on peut avoir une force concentrée, mais pour trouver la valeur de calcul, la charge de calcul, on affecte un coefficient multiplicateur. Alors, nous avons VG. VG aussi, c'est la même chose. C'est le coefficient pour la force verticale, mais à gauche, qui permet de multiplier la valeur de la charge, de façon à obtenir. Mais maintenant, là, nous sommes à droite, nous sommes à gauche pour ce qui concerne VG. Et l'autre, là, nous étions à droite pour ce qui concerne VD. Alors, il y a les coefficients HG et HD. HG n'est rien d'autre que le coefficient pour les forces horizontales transversales. Attention, pour les forces horizontales transversales à droite. HD. Force. Coefficient pour la force horizontale transversale à droite. Et ce coefficient permet de multiplier la valeur de la charge de façon qu'on puisse obtenir la valeur réelle de la charge. Par exemple, on peut avoir une force concentrée, et puis nous voulons obtenir une valeur de calcul de la charge, c'est-à-dire une charge horizontale perpendiculaire à la direction de la route. On peut avoir ces coefficients. C'est très important de savoir manipuler ces différents coefficients par rapport à ce que l'on cherche. C'est-à-dire que si nous définissons
si nous définissons les coefficients pour la force horizontale à droite, c'est-à-dire que nous voulons obtenir une charge réelle des calculs. Si par exemple, si nous prenons une force concentrée, on va chercher à obtenir une charge réelle des calculs qui serait une charge horizontale perpendiculaire à la direction de la route. Vous voyez, c'est l'exemple est simple. C'est-à-dire ce coefficient, il nous permet de multiplier la valeur de la charge pour obtenir une valeur réelle de la charge. Pour notre cas, on a dit que c'est ce coefficient-là qui nous permet d'avoir la force de freinage. C'est-à-dire que pour les cas de force concentrée, comme notre cas, nous allons prendre un coefficient multiplicateur même de 0.2. Un coefficient multiplicateur de 0.2 pour HG, 0.2 pour HG. Cette force-là va nous permettre d'avoir une charge horizontale perpendiculaire à la direction de la route. C'est la même chose que HG. HG maintenant, lui, c'est à gauche. Le coefficient pour la force horizontale transversale à gauche, qui nous permet, lui aussi, il nous permet le même rôle de multiplier la charge pour avoir une charge réelle. Donc pour notre cas, nous avons une force concentrée. Nous voulons avoir une charge horizontale perpendiculaire à l'axe de la route. C'est la même chose. Maintenant, LG, lui, c'est une force. C'est un coefficient pour la force horizontale transversale à droite. Celui-ci, c'est un coefficient pour la force horizontale longitudinale. Toutes sont des forces horizontales, et HD et LD. Parce que nous n'avons pas besoin de VD et VG. Le coefficient restera 1 parce que nous avons déjà la charge concentrée. Ces coefficients ici nous permettent de définir les charges horizontales dues au freinage. Les forces horizontales dues au freinage, ce sont ces coefficients-là que l'on affecte. On l'a bien précisé au début. Alors, ici, nous avons d'abord les coefficients pour la force horizontale transversale à droite, les coefficients pour la force horizontale transversale à gauche. Nous avons ici les coefficients pour la force horizontale à droite, mais longitudinale. Ici c'est transversal, ici c'est longitudinal. Alors, lui aussi, comme pour les autres, les LD ainsi que les LG, ce sont des coefficients qui nous permettent de multiplier la charge de façon à obtenir la charge réelle. Ces coefficients ici, comme lui il est transversal, il est suivant la force, donc c'est un coefficient pour la force d'abord horizontale sur le plan à droite transversalement. Celui-ci pour la force horizontale à gauche transversalement. Maintenant LD lui maintenant, il faut faire attention avec ces coefficients et faire une bonne différence entre ces coefficients. LD lui maintenant, c'est un coefficient pour la charge horizontale à droite mais longitudinalement. Celui-ci, c'est pour la charge, un coefficient pour la force horizontale à gauche longitudinalement. Vous voyez, ils sont tous de 0,2. Au fait, celui-ci, lui, il nous permet, ces coefficients ici nous permettent de trouver, ce sont des coefficients multiplicateurs qui nous permettent de trouver une charge réelle, quitter d'une charge donnée à trouver une charge réelle, quitter de la charge verticale que nous avons de 20 kN à trouver une charge réelle que l'on va appliquer. C'est-à-dire ici, pour notre cas, nous avons une force concentrée et puis pour la force concentrée, la charge réelle cherchée en appliquant ces coefficients-là n'est rien d'autre pour les cas transversales, n'est
n'est rien d'autre que la charge horizontale perpendiculaire à l'axe de la route. Ici, tellement que c'est longitudinalement, ça ne sera rien d'autre que la charge horizontale parallèle à la direction de la route. Il faut faire attention avec ces éléments. C'est vraiment très très capital. C'est pourquoi j'insiste. C'est pourquoi vraiment j'insiste sur ces éléments. Alors, pour cette partie, pour ce qui est de la partie, cette partie inférieure, où nous avons la force concentrée, nous avons la partie tolérance. Cette partie ici détermine les conditions de la génération des charges sur les barres dues au convoi défini. Donc, il nous donne et détermine les conditions. Il y a les excentrements. S'il y a un moment dû à l'excentricité des forces, il est suffisamment décoché là-bas. Il va tenir compte du moment dû à l'excentricité des forces. Et voilà la façon dont ton P nous allons définir. Nous allons en fait définir les différentes charges. Voilà, donc il y a aussi cette partie, celui-ci il est important, le convoi sur le point de la polyligne. Ça c'est important parce que au fait lui s'il faut que je peux l'expliquer, au fait son importance ici, cocher cette case, c'est-à-dire que nous sommes dans l'option où nous disons au logiciel de positionner la charge par convoi sur la route de la charge roulante dans le point des polylignes. Donc on va définir un polyligne ici. Si on coche là, c'est-à-dire son but en fait est de positionner la charge de convoi sur la route de la charge roulante dans les points de polyligne. Si vous faites ça. Si nous l'activons, alors les charges dues au convoi seront appliquées aux extrémités des segments composant la polyligne, parce que la polyligne elle est là. Si nous l'appliquons, c'est-à-dire les charges seront appliquées de façon à suivre à chaque segment composant la polyligne. Les charges seront appliquées. C'est l'importance de cet élément là. Automatiquement on peut alors après avoir défini ces éléments, on peut alors l'appliquer. On ferme. Nous avons cette charge roulante qui est appliquée, et puis comme on a déjà appliqué, on a défini la définition. Ce qui reste ici, on va pas prendre beaucoup de temps. On a expliqué beaucoup de trucs. Il faut vraiment être attentif. Puis vous allez vous rendre compte que ça va aller vite et suivre toutes les séries de vidéos. Vous allez vous rendre compte que vous allez vous y habituer. Vous allez dimensionner des ponts, vous allez dimensionner des tabliers, vous allez appliquer des charges roulantes et vous allez simuler la structure pour la charge roulante, regarder, déformer comme ce que l'on va faire. Et puis et continuer tout ce que vous avez à faire comme analyse des structures. Alors les calculs que nous allons faire, le mode de calcul, ça sera une itérative. Et puis nous n'allons pas figer, donc on va aller dans analyse, on va aller dans outils, paramètres de la tâche, l'analyse sera itérative, et puis on va pas figer automatiquement les résultats des calculs de la structure. Voilà, ce que l'on va faire, c'est ça seulement. On peut vérifier la structure, vérifions la structure, et puis après avoir vérifié la structure, on lance les calculs, on lance carrément les calculs, voilà, on a fini. Maintenant là, ce que l'on va faire maintenant, on va présenter les résultats
viens là, donc je fais clic droit, attribut, ou carrément aller dans affichage attribut. Et puis pour les charges, ce que je vais faire, je dois activer les charges roulantes. Je viens là, j'active tout ce qu'il y a comme charge roulante. J'applique, attendez, voilà, attribut, charge roulante. Je viens là, je coche les cases. Déjà là, donc je peux voir comment ça va se passer. Je vais venir là-bas dans chargement, je vais dans sélectionner charge, je vais dans chargement, là-bas, enveloppe supérieure, ok, afficher les cartographies. Ça. Et moi je vais voir la façon dont la simulation sera faite. Ok, donc il faut afficher ce que nous voulons faire. C'est de simuler un peu là-bas. Nous allons d'abord commencer par choisir les cas de charge. Je suis là-bas, je choisis les cas de charge. On peut voir ma densité, force, c'est 20 kN, il y a 4 kN. 4 kN, c'est l'affectation maintenant que l'on a fait de 0.2, on a affecté ces différentes charges. Alors on enlève, là. Alors ce que l'on va faire, on va aller dans chargement, comme on a fait là, sélectionner les composantes, nous sommes là, voilà, on peut animer, on fait tout, on va le voir, il est là l'animation, il part 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Il est là, donc c'est de cette façon que on peut animer. On peut animer à part l'effet d'animer. Si vous faites ça, vraiment vous voyez la façon dont les forces seront appliquées, et la charge roulante, la façon dont la charge va rouler là. Vous pouvez, si vous prenez charge roulante, vous voyez, il est là, il a roulé. Et puis vous pouvez aller dans résultat, diagramme, donc résultat, vous pouvez voir la déformée de la charge roulante. Vous voyez, donc la façon dont on peut voir, on peut enlever la description et puis à déformer. On peut voir un peu, on doit décrire, appliquer, en description. Ce sont des éléments, c'est la présentation des résultats. Donc c'est ça ce que il y a à faire là.
regardez, il y a les différents déformés. Ils ne sont pas grands, pas de grandes déformations. Voilà, voilà pour cette formation. Nous avions essayé de voir comment on peut faire charge volante. Il y a beaucoup à faire avec la charge volante. Il y a beaucoup d'éléments à appliquer. Il y a beaucoup de structures où vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez dimensionner les ponts, vous pouvez faire beaucoup de trucs avec. Ce que nous vous invitons seulement d'approfondir un peu plus pour ce qui concerne la charge volante. Mais pour ce qui concerne ces tôles industrielles, nous avions appliqué cette charge volante et la vidéo suivante, nous allons faire le dimensionnement de tous les éléments des structures. Donc, c'est qu'il y a poutre, arbalétrier, poteau. On va essayer de voir comment le faire, voir même faire les dimensionnements de assemblage, les calculs d'assemblage. Et pour ça, nous vous invitons vraiment vivement à suivre la vidéo qui va suivre. Peut-être ça sera la dernière pour ce qui concerne cette application d'une pôle industrielle et qui va concerner les dimensionnements des éléments, des structures, nous avons dit, et nous vous remercions encore pour votre attention. Merci.